Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Caché. Aujourd'hui, on va parler d'un film de l'actualité, un film d'horreur, un film qui fait peur. À savoir Obsession, réalisé par Curry Barker, un film Blumhouse sorti cette année, un film qui a beaucoup fait parler, qui a fait beaucoup d'entrées aussi en France, notamment parce que le réalisateur est un YouTuber. Donc ça met beaucoup de choses en perspective, notamment avec tout ce qui est le YouTube France, notamment avec des productions comme le film d'Inoxtag ou alors même le film de Seb Lafrite. Mais on va peut-être parler de ça plus tard. On va commencer peut-être par parler du film, du cœur du film. Je vais peut-être laisser mon camarade faire un petit résumé rapide. Et bah comme d'habitude, c'est moi qui introduis du coup Toujours. l'histoire du film Obsession qui du coup se passe de nos jours. Il n'y a pas de la temporalité, c'est de nos jours, voilà. On suit 4 personnages, une bande de potes qui sont du coup Yann, qui est un peu l'archétype du, on va dire, le beau gosse un peu américain, un peu beauf, tout ça, qui est très sûr de lui, qui est un peu grande gueule, qui parle de sexe constamment. On a Sarah qui est un peu plus mystérieuse et qui est amoureuse de Bear, qui est du coup le troisième protagoniste et personnage principal que l'on va suivre, qui lui-même du coup n'est pas intéressé par Sarah, mais est intéressé par Nikki, qui est le quatrième personnage, donc incarné par Indy Navarrete, qui du coup on sait pas si elle est amoureuse de lui ou non. Donc Bear qui est un peu lui le cliché du personnage très peu sûr de lui, très peu à l'aise, très timide, n'ose pas révéler ses sentiments à Nikki. Donc ce qu'il va faire, c'est que lors d'une soirée, il va partir chercher dans une boutique assez mystérieuse un petit cadeau pour elle, pour lui faire plaisir, voilà, histoire de lui montrer son affection. Sauf qu'il va tomber sur une boîte où c'est écrit en gros dans les règles d'utilisation que si tu brises le bout de bois qui est à l'intérieur, ton vœu se réalise dans l'immédiat. Et son vœu va être du coup le cœur de l'histoire et de l'intrigue du film. Donc voilà, le résumé à peu près. Donc son vœu, c'est que qu'elle tombe amoureuse de lui, oui pardon. Qu'elle l'aime plus que tout au monde. Voilà. Alors je vais commencer peut-être par faire un petit disclaimer. Je vais commencer par revenir sur ma séance, parce que là c'est peut-être un point déjà intéressant qui parle du film mais qui pas tellement. Alors moi je l'ai vu au cinéma il y a 2 semaines je dirais. J'ai pris une séance de nuit et malheureusement dans la ville dans laquelle j'habite il n'y avait pas de séance VO, donc il faut savoir que je regarde pas du tout mes films en VF. Là j'étais un peu contraint et obligé. Pris à la gorge. Ouais bah c'est ça. Je suis allé voir le film en VF, une séance de nuit, et quelle n'a pas été mon erreur, puisque j'étais dans une salle remplie de petits cons qui étaient là pas du tout pour regarder le film. Alors j'ai eu la totale, j'ai eu le mec qui avait mis une dose de parfum absolument astronomique qui enfestait la salle, les gens qui étaient venus pour conquérir et même aller plus largement coucher avec les femmes qu'elles ont ramenées au cinéma. Alors les gens... ça tu sais pas comment ça s'est terminé. Exactement. Les gens qui parlent, les gens qui arrivent une demi-heure après le début du film, qui passent devant l'écran, qui mettent 1 heure à s'installer, qui se lèvent, le mec au téléphone. J'ai eu les gens sur Snap, j'ai eu la totale. Donc voilà, donc ça m'a définitivement sevré d'aller voir des films en VF. Mais pourquoi je parle de ça ? Parce que je pense que c'est aussi intéressant, et ce sera lié aussi à mon ressenti que j'ai par rapport au film. C'est que je pense que j'associe plus facilement le film à des émotions négatives au dû de ma séance. Et je pense que ça c'est un truc, je sais pas comment s'est passé toi ta séance. Bah pour le coup, surtout que toi en plus t'y es allé un week-end. Oui. Un week-end aussi en VF le soir, c'est mort. Moi quand tu m'avais dit ça en off, j'étais en mode bon, ça va être une super séance. Mais c'est vrai que ça crée des traumas, même pour moi, quand je suis allé du coup dans le même cinéma que toi, mais un jour différent. Moi je me suis dit je vais y aller en semaine. Et le pire c'est que quand je regarde sur l'application pour réserver ma place, je devais y aller une première fois et je voyais qu'il y avait 3 personnes assises l'une à côté de l'autre. Je me suis dit ouh, ça c'est des potes, j'ai pas envie d'y aller. Ça m'a terrorisé. Je me suis dit non, on va voir autre chose parce que je ne veux pas revivre la même séance que lui. Et j'ai du coup décalé ma séance, et quand j'y suis allé, j'ai vraiment bien fait attention, et ça va, il y avait que des couples, et la séance s'est très bien passée. Mais j'ai eu un petit peu peur au début, parce que j'entendais des gens parler pendant les pauses publicitaires. Et je me suis dit, oh, s'ils commencent à parler aussi fort pendant les pauses publicitaires, pendant le film, là je vais avoir peur. Là je commençais déjà à avoir peur avant que le film ne commence. Mais non, finalement les gens se sont tus et la séance est super bien passée. Moi j'ai passé vraiment un agréable moment devant ce film qui
continue de m'obséder, si on peut, Oh, si on peut joli dire jeu de ça. Non mots. mais si on peut dire ça, parce que je l'ai encore en tête. C'est franchement, ça faisait bien longtemps que j'avais pas eu un film d'horreur qui m'avait autant percuté, autant marqué. Et je suis très content de cette séance. Oui, parce que du coup, c'est toi qui as voulu qu'on fasse un podcast sur ce film. Oui. Parce que tu m'as dit que tu l'avais beaucoup apprécié. Même je vois sur Sens Critique que tu changes la note en 7 puis en 8. Ah oui, non mais donc je pense plus que- j'en parlais, plus je regardais des podcasts, j'écoutais des podcasts où je regardais des vidéos, plus on m'en parlait de ce film et plus j'en parlais autour de moi, plus je me disais mais non, en fait t'as kiffé le film, mets une note qui va plus avec ce que t'as ressenti. Et ouais, pour moi c'est un 8 sur 10, c'est un film, ça pourrait peut-être être un de mes films d'horreur préférés, je pense, parce que franchement la claque qu'il m'a mise, j'y pense encore. Il me travaille encore dans la tête. Alors, je serais pas aussi catégorique que toi. Je trouve que c'est un film sympathique, qui change vraiment, qui a vraiment une approche sur le cinéma d'horreur qui est vraiment à part, je dirais. Parce que vraiment, le truc déjà, on peut peut-être en parler tout de suite, le truc qui choque vraiment dans le film et qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est le personnage principal du coup de Bear, en fait qui est un vrai connard. Hein. En Oui, fait, oui. je trouve que avoir pris le Pour parti... entrer en matière, c'est pas mal. de Ouais, dire c'est ça. pas mal, on va commencer Oui. dans le cœur parce que je trouve que le film brille bien par ses personnages. Mm. C'est Bear qui est vraiment l'archétype de. En fait, je trouve que c'est assez intéressant parce que on peut faire vraiment un parallèle avec les incels, tout ça. Genre le mec qui. Oh là là, je suis amoureux d'une meuf, mais elle m'aime pas parce que je suis trop timide, nanani, nana, je sais pas quoi. Oh là là, les meufs elles sont attirées que par les bad boys. Et au final, il finit par avoir ce qu'il voulait. Et en fait, le mec se rendra compte après que finalement elle est amoureuse de lui que par. Oui, d'ailleurs, petite parenthèse, on va spoiler évidemment le film. Sinon, ça n'a pas d'intérêt oui, sinon, ça n'a pas d'écouter le d'intérêt. podcast. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà, donc je précise tout de suite au cas où des gens qui m'écrivent en commentaire, peu importe. Et il se rend compte plus tard qu'en fait la meuf, c'est pas en fait sa Nikki. C'était une espèce de copie du coup du vœu qui est amoureuse de lui, mais c'est pas Nikki. Mais le mec va s'en battre littéralement les couilles et va continuer à rester avec elle envers et contre tout, alors que la meuf elle a des comportements super malaisants, super bizarres, jusqu'à pisser par terre, chier par terre, le regarder dormir et tout, et le mec il reste. Et en fait tu te rends compte que plusieurs fois la vraie Nikki arrive à reprendre possession de son corps et lui dire s'il te plaît Bear, tue-moi, c'est pas moi. Ouais, cette scène-là, elle est glaçante quand tu la vois, que lui, il s'absente, je crois, pour aller aux toilettes, ou je crois que, ou non, c'est pas pour aller aux toilettes, je crois que c'est pas pour rejoindre Sarah. Je crois que c'est pour rejoindre Sarah, je sais plus parce Oui, que. c'est ça. Ouais, voilà, il a reçu un message d'elle qui voulait lui parler, donc si vous avez suivi au début. Sarah est amoureuse de Bear, mais Bear n'est pas amoureux d'elle. Oui, parce que c'est ça, c'est un Nikki. espèce de triangle amoureux où en fait Nikki est entre guillemets en relation avec son pote Yann. En fait, on apprend plus tard qu'ils couchent ensemble, mais qu'ils sont pas réellement amoureux. Et ça, on va y revenir. Enfin, tant que tu abordes le sujet, on va revenir plus tard dessus parce que j'ai des choses à dire sur cette information-là du film. Mais je continue déjà avec ce que je disais concernant la scène du lit, où Bear du coup se lève et en fait. Il y a le personnage de Nikki, donc la vraie Nikki qui est possédée depuis que Bear a fait son vœu par une sorte d'entité. On sait pas exactement, c'est très mystérieux, on sait pas du tout ce que c'est. Ça, c'est un bon point parce que oui, je trouve c'est bien qu'il ça. y a vraiment un problème dans le cinéma américain de vouloir tout expliciter. Et là, le mystère, un peu, il est total. Un peu comme dans un Silent Hill où on va pas t'expliquer concrètement ce qui se passe. Oui. Et du coup, le mystère crée le côté où en gros on se pose des questions, on essaye de tâtonner, mais c'est quoi les règles exactes, comment ça marche et tout. Et je trouve que c'est assez intéressant, même si ça crée des trous dans le scénario. Parce que c'est vrai que dès un quart du film, je me suis dit, et pourquoi il demande pas à quelqu'un? Après, c'est expliqué après au fait que le mec soit un espèce de gros égocentrique qui ne pense qu'à lui-même. Mais c'est vrai que en fait, faut pas trop réfléchir non plus au concept parce qu'après, on va trouver des trous dans le scénario. Mais pas tant que ça. Je trouve que le film arrive quand même à s'en sortir parce que son personnage est un enculé en fait. Oui. C'est ça qui est appréciable. Enfin, qui est appréciable que ce soit un enculé. Non, c'est pas appréciable. Mais je veux dire. Dans l'expérience cinématographique que tu as, dans le film, le fait que Bear, le personnage principal qu'on suit, en plus lui on le suit au départ, au tout début, et on est pris d'affection pour un peu de pitié, au début on se dit bon, c'est un mec comme on a pu potentiellement être au collège, au lycée. On est un peu tout timide, on a du mal à aller vers... surtout qu'en plus, la difficulté de lui avouer ses sentiments, c'est que c'est dans une bande de potes. Et on a tous eu ce dilemme... Ouais, parce qu'ils sont tous collègues. Oui, et ils sont tous collègues, en plus de ça. Et comme on dit, pas d'amour au travail. Non, ça crée des c'est emmerdes. très problématique. Et comment... Non, il y a cette difficulté du coup de lui avouer ses sentiments alors que
il l'a constamment avec elle, enfin avec lui. Mm. Elle est toujours dans son cercle d'amis, elle est toujours avec lui dans son travail. Et donc on peut. Mais c'est aussi des amis d'enfance. Oui, c'est des amis d'enfance en plus de ça. Donc on a toujours cette peur de gâcher cette amitié. Et au moment où il peut potentiellement lui avouer, et ben il se dégonfle parce qu'en plus elle sur le chemin du retour, parce qu'il la raccompagne en fait à une, il y a une soirée où il la raccompagne chez elle et ils discutent tout ça. Elle fait beaucoup de sous-entendus. Et ça d'ailleurs je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que toi tu penses que Nikki elle était amoureuse de Bear? Honnêtement, Oui. franchement, là tu me prends de court parce que je me suis posé la question en sortant de la séance et en fait je pense que c'est bien que le film tranche pas. Enfin, le film oriente quand même sur la piste de ils sont pas du tout amoureux, elle est pas du tout, elle était plus dans le côté ami. Mais le fait qu'elle le confronte en lui disant si tu dois m'avouer un truc, fais-le maintenant et qu'il se dégonfle, Oui. tend vers la piste de quand même elle avait un petit truc pour lui. Oui. Je sais pas ce que t'en penses toi. Justement, moi j'en ai parlé avec un ami récemment. Parce que justement quand je te dis que je regardais des vidéos, des podcasts, tout ça, des analyses, il y en a qui disent elle avait aucun sentiment pour lui. C'est complètement faux parce qu'en plus dans le film, comme t'as dit, on apprend apparemment qu'elle couchait avec Yann. Mais on l'apprend de la bouche de Sarah. Sarah qui est amoureuse de Bear. Et c'est jamais tranché, et même Yann il en parle pas plus que ça. Il est pas non plus à dire oui on couchait ensemble, tout ça. Après, Yann, il sait que Bear est amoureux de Nikki, mais Yann dit plusieurs fois ouais, il a l'air de bien connaître Nikki quand même. C'est lui, elle est plus comme ça, elle aime ce genre de truc et tout. Ouais, mais moi je pense que ça se voit quand même. Je pense qu'ils couchaient réellement ensemble. Après c'est plus orienté amical. Tu vois, un peu amitié. Non, je pense je pense que vraiment Yann, il a vraiment ce côté un peu genre plan cul et de connaître un peu plus la personne à travers les expériences privées aussi. C'est le fait qu'ils la connaissent un peu dans l'intime. Ouais, mais je sais pas parce que regarde, même à un moment donné. Ou pas, je me trompe peut-être. Il y a un élément aussi du film. Non, mais justement, c'est bien qu'on revienne dessus parce que quand t'avais parlé de cet aspect du film, justement, ça m'avait renvoyé à cette idée. Même quand elle est dans la voiture, elle dit moi, quand j'ai un crush sur quelqu'un, personne n'est au courant. Donc pourquoi Sarah, elle saurait que elle a pas de crush sur Bear et qu'elle a un crush sur du coup Yann. Tu vois, c'est ça qui est un peu et ça tranche pas. Et c'est ça qui est bien, je trouve. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que le film c'est ça. En fait, le film laisse des indices et te dit pas concrètement ce que tu dois penser. Ça, c'est très plaisant, surtout pour un film américain. Je le répète, surtout pour un film américain d'avoir cette liberté d'interprétation et même si je pense au fond je pense qu'elle avait peut-être pas amoureuse mais des sentiments un peu pour Bear, même si elle a dit à Nikki même si elle a dit à Sarah que c'était un peu comme son frère. Oui, et encore tu vois, il y a un moment donné elle dit oui si je te plais tu me le dis, et j'ai vu pas mal d'analyses aussi où il y a des gens qui disent non mais en gros elle voulait vraiment elle savait qu'il était amoureux d'elle mais elle voulait vraiment trancher pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'au moins on soit fixé et que Bear, terminé, tu sais où on se situe. Et à la fois, je trouve que c'est un peu... Moi, quand j'étais devant la séance, je me disais « Ah, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc. J'ai l'impression qu'elle le cherche un peu pour... Bon, après, il y a aussi ce truc où, par exemple, Yann, il dit « Bon, tu repars avec ton petit ami. » Elle fait « Oh, Burke. » Mais tu vois, ça peut être un « Oh, Burke » comme... je sais pas, lui par exemple, à un moment donné, quand elle lui dit est-ce que tu me plais, enfin est-ce que je te plais, elle lui fait enfin tu vois, il lui répond par la négative. Il lui dit pas oui tu me plais, non, il fait limite ça a pas de sens ce que tu me racontes. Ouais, je vois. C'est pour ça je trouve que c'est un jeu d'équilibre qui est plutôt bien maîtrisé, je trouve. Ouais, non mais je suis d'accord avec toi, c'est après le film c'est ça, c'est des éléments comme des éléments de sur le triangle. Le triangle, c'est plus un carré. Ouais, parce que du coup, c'est Yann qui se rajoute. Oui, il y a ça. Ouais, c'est 4, c'est un carré amoureux. Mais en fait, le film est vraiment auto-centré sur le personnage de Bear, et je trouve ça intéressant parce que ça représente vraiment ce côté un peu égocentrique. Oui. Et on parle du côté obsessionnel, mais en fait, le mec, moi, le mec, il était vraiment très rapidement dans le film. Le mec, j'avais envie qu'il meure. Oui, je me suis dit, c'est très frustrant de le voir aussi longtemps en vie.
Mais ce mec, c'est vraiment, et c'est une grande réussite du film, c'est même sa plus grande réussite, c'est de rendre ce mec insupportable. Mais même au début, il est insupportable. Moi, devant le cinéma, dans le film, j'étais en mode putain, mais c'est le mec, dis-lui que tu l'aimes, quoi. Il a fait non, oui. Je sais pas, on dirait vraiment un lycéen, quoi. Le mec, il est dans la vie active, c'est pas non plus un bébé cadom. Bah non. Il est comme ça en train de faire, je sais pas si elle m'aime, oh là là, je vais pas lui dire, non, j'emporterai le secret dans ma tombe. Très belle imitation, en tout non, cas. je peux pas. Et c'est juste insupportable, quoi. Et. Alors que Nikki, c'est une meuf qui est vraiment très, très vivante, très. C'est la petite fille enjouée. Mais tu sens quand même qu'elle attend qu'elle lui fasse un geste, tu vois. Mais c'est clair. Et du coup, en fait, c'est ça aussi qui est intéressant. On parle beaucoup du personnage de Nikki, mais en fait, le personnage de Nikki, on ne l'a pas réellement devant nous, parce qu'en fait, on a cette espèce de double, cette espèce de création, cette espèce de monstre de Frankenstein qui est totalement. Un peu plus dans. Us. Je sais pas si t'as déjà vu Us. J'ai pas vu Us. J'ai vu Get Out de Jordan Peele, mais ouais, c'est un peu similaire. Ouais, mais ça ressemble un peu. Mais on sent l'inspiration Get Out aussi dans le fait des personnages complètement sous emprise, avec les sourires, surtout au niveau des sourires forcés. Oui. Les plans sur les visages, tout ça, qui est une marque un peu de Jordan Peele. Ouais, ça ressemble beaucoup. En plus, tu dis ça, en ce moment, je suis en train de revoir beaucoup de. Je sais pas ce que tu sais, avant de se lancer dans l'horreur, Jordan Peele, il faisait des sketchs sur avec Kyle, je crois qu'il s'appelle. Ouais, c'est Kyle et. C'est ça, Kyle and Peele, et il y a des sketchs qui sont vraiment hilarants. Moi, Jordan Peele, il me fait trop rire. Je trouve qu'il joue super bien. Et c'est ça qui est assez intéressant de voir cette espèce de. Bon, on divague un peu, mais de voir comment. C'est un peu ça, parce que quelque part, on peut faire le parallèle entre Jordan Peele et tout ça, parce que j'ai regardé le réalisateur, dont j'ai oublié le prénom, il m'excusera. Parce que je suis allé voir sa chaîne YouTube, et ça commence un peu sur un duo d'humoristes qui est d'ailleurs avec l'acteur qui joue Yann. Ils étaient au début un peu comme Jordan. Ils sont potes, et en fait, ils sont vraiment à se lancer un peu dans la vibe humoristique sketch sur YouTube. Donc on peut faire vraiment le parallèle entre les deux, qui est le mec qui a voulu se lancer à faire des courts-métrages d'horreur avant de se lancer dans les longs-métrages. Personnellement, je n'ai pas eu ces courts-métrages d'horreur, mais j'aime bien ce principe de film d'horreur, d'avoir une idée forte et de l'exploiter jusqu'au bout. En fait, c'est vraiment du pur concept horror. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que le film ne démarque vraiment des autres films d'horreur, dans le sens où il n'y a pas de jumpscare. Oui, ou alors il y en a, mais en fait, très efficaces. Il y en a, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est comme il y en a, moi j'en ai relevé qu'un, vraiment de jumpscare, parce qu'en fait ça joue plus sur l'horreur du film, découle plus du malaise, et du côté vraiment malaisant, malsain. Un peu l'inattendu aussi, tu sais pas trop. Ouais, et en fait c'est ça. Quelle chose tu vas te manger. Ouais, quoi. c'est ça. En fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que plusieurs fois, par exemple la scène où elle le regarde dormir, tu t'attends à un jumpscare qui ne vient jamais. Oui. Et du coup, à chaque moment où tu te dis, il va y avoir un jumpscare. Moi, par exemple, la scène où il appelle le service technique pour faire une réclamation. Le service après-vente. Et moi, je me suis dit, mais oui, peu importe. Peu importe. Je m'attendais à ce que Nikki vienne à la fenêtre, parce qu'en fait, ça me faisait beaucoup penser au film Smile, où il y a cette scène où il y a où le mec, où la meuf est au téléphone et il y a un mec qui vient à la fenêtre. Je me suis dit, oh là là, mais c'est obligé. Quelque chose de classique qu'on a déjà vu. Et en fait, le film instaure ça, et l'horreur ne vient pas. Et c'est super malin d'une autre manière. Et c'est super malin, parce qu'en fait on attend, et au fait le moment où quelque part on a un peu notre garde baissée, même si au fond c'était quand même assez attendu, quand le screamer arrive et la scène vraiment horrifique, elle est gore, vraiment. Mais cette scène quand elle massacre Sarah en le tabassant. Tu parles de celui-là, toi? Pour moi c'est le jumpscare, le seul jumpscare du film. Ah, oui, mais moi je pensais que, parce que quand tu partais sur le service après-vente, là c'est quand il est avec Sarah, ce jumpscare là. Non, quand il est au service après-vente et qu'après il se rend compte qu'en fait il est niqué. Et je te parle de. En fait, ça fait aussi un parallèle avec l'autre scène où il est dans la voiture, parce qu'il y a vraiment deux scènes où il est dans la voiture, et cette deuxième scène où il y a le jumpscare. Le fait que Sarah arrive et massacre. Que Nikki arrive et massacre Sarah, excusez-moi. Ouais, j'ai du mal avec les prénoms. Ah, puis cette scène, purée, pourtant. Sarah, on l'a pas énormément vue, on sait très peu de choses d'elle, on sait juste qu'elle veut aller dans une super université, qu'elle attend une réponse, qu'elle a un peu de pression par rapport à son père, tout ça, et qu'elle aimerait vraiment aller ailleurs. On sait très peu de choses, et on sait aussi qu'elle est amoureuse de Bear. Et franchement, j'ai eu tellement de peine, et surtout qu'en plus cette scène elle est horrible parce qu'elle s'arrête pas. Autant, moi je la compare un peu à celle de Walking Dead, avec Negan qui massacre Glenn. J'espère que vous n'êtes pas spoilé. De toute façon, ça fait je ne sais combien de temps que c'est sorti, donc si vous l'avez pas vu, c'est que vous avez envie de vous faire spoiler. Voilà, peu importe, bref. Exactement, je suis d'accord avec toi. Voilà, petit moment agacement. Bref, mais je trouve qu'il est pas aussi énervé sur la tête de Glenn. Alors qu'autant elle, il y a tu le vois, vraiment mais de c'est la insoutenable, haine. et t'es en mode
bon, c'est bon, Nikki, stop. Là, je pense qu'elle a eu son compte. Là, ça suffit. Et puis aussi, je voulais revenir sur le jumpscare. Enfin, c'est pas un jumpscare. La scène de la voiture où il appelle le service après-vente. Oui, je vois ce que tu voulais dire quand tu parlais de l'horreur de la scène à la fin. Parce que une horreur différente. Oui, parce que il dit tu veux parler à Nikki. Mais du coup, il dit bah oui, je veux parler à Nikki. Et l'autre qui crie en mode un cri. Mais Indy Navarrete, oh, quelle femme. Des enfers. Elle est géniale dans le film. Elle est vraiment incroyable. Mais même Bear, en vrai, je trouve qu'il joue plutôt bien. Ça va. Le casting est convaincant. En fait, il a vraiment cette tête à claque, insupportable, égocentrique. Je le déteste. Franchement, mais c'est ça qui est assez intéressant. Et puis, en fait, le film en profite aussi pour déballer tout un message sur le viol conjugal, le consentement, l'emprise masculine sur les femmes, tout ça. Oui. Et je trouve qu'il le fait avec à la fois avec de la subtilité et pas trop de subtilité. Après, j'ai envie de vous dire, est-ce que forcément le message devait forcément être subtil ? Je suis pas sûr, parce que finalement il est assez efficace. En fait, on comprend bien, surtout la scène où ils couchent ensemble, mais pitié, elle est horrible. Tu sens vraiment que c'est une espèce de truc immonde. Après, je trouve qu'il y a un problème, c'est que la scène dure pas assez longtemps. La scène aurait été plus efficace à montrer vraiment le rapport, mais du début jusqu'à la fin, à montrer ce truc informe, dégueulasse, le gars malsain sur elle, quoi. Mais c'est ça, parce qu'en fait, ce que j'ai cru comprendre du film, c'est que Nikki était quand même consciente, mais elle n'était pas libre de ses mouvements. Et en fait, ça s'appelle un viol. Mais le montrer après, je pense qu'il est aussi limité par le fait que c'est un film indépendant Blumhouse, il pouvait peut-être pas tout montrer non plus. Mais la montrer, je pense que ça aurait été plus efficace de la montrer jusqu'au bout et vraiment dans la longueur, et que les gens ressentent vraiment le malaise à fond. Avec l'orgasme du mec, tout ça. Ouais, et elle qui sourit, limite, ça aurait été malsain, et qu'on sache après que la vraie Nikki, tu sais, après limite la voir après aller à la douche, se nettoyer et tout, vraiment un truc vraiment dégueulasse. Et je trouve, c'est un peu mon reproche que je ferais au film. Je comprends vraiment que les gens adorent. Moi, je trouve juste le film pas mal. Je trouve qu'en fait, c'est dommage parce que en fait, je vois le potentiel du film, et des fois j'ai l'impression que le film met le frein. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, au moment où tu te dis, ah ouais, là, ça peut être vraiment génial, le film il fait, on met le frein. Par rapport à quelle autre scène ? Parce que du coup, pour celle de la scène du viol, je comprends tout à fait. Mais en fait, c'est un peu tout. Je trouve que après, c'est vraiment. Tu restes un peu sur ta fin, quoi. Ouais, je suis un peu sur ma fin, mais en même temps, je trouve le film efficace. Je trouve que c'est un film qui fait du bien. C'est un film vraiment très rafraîchissant. Et je trouve que. Il apporte un nouveau paysage à l'horreur, je trouve. Ouais, je trouve que. Et c'est un film, je pense, qui va inspirer aussi d'autres films. Parce que ce côté vraiment. Vraiment, quand tu vois des fois les productions des films d'horreur avec des budgets absolument astronomiques, et que là le film avec 750 000 $, il leur met une raclée. Moi je pensais vraiment que c'était un film, bon, pas un gros budget, mais voilà, que le budget était plus conséquent, tu vois. Rien que même au niveau des. Après, on parlait des performances d'acteurs. Moi, malheureusement, je l'ai vu en VF, et je suis désolé de dire ça. C'est vrai que et je suis vraiment désolé de dire ça, et je pense que ça a aussi joué sur mon appréciation du film. Mais les doubleurs, c'est juste pas possible, quoi. Mais c'est horrible. Les doubleurs, ils sont complètement à côté de la plaque. Non seulement c'est des doubleurs qui sont déjà connus, ce qui va pas avec le côté où les acteurs dans le film sont des acteurs un peu underground, c'est des acteurs qu'on n'a pas vus avant, et là c'est des voix banales qu'on a déjà entendues 1000 fois. Et après, moi je parle pas, je m'y connais pas en doublage, j'ai pas envie de dire un tel c'est un tel, c'est un tel, je sais pas quoi. Ça parle beaucoup en plus en ce moment, ça débat beaucoup en ce moment. Sur le doublage, ouais, sur le doublage. Mais je trouve que c'est intéressant de revenir sur le doublage, parce que en fait, si on veut vraiment considérer le cinéma comme un art total, un art à part entière, tout ça, il va falloir se poser vraiment la question de la place du doublage dans cet art. Et parce que je suis désolé de dire ça, mais pour moi, ça c'est mon hypothèse, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Mais quand tu regardes Obsession en VF, tu ne vois pas Obsession. Et quand je revois des extraits sur les réseaux sociaux et que je vois la vraie performance de l'actrice, je me dis mais putain, mais je suis passé à côté de quelque chose, et j'en veux. Et là, c'est vraiment un point que je vais affirmer. J'en veux personnellement au cinéma, au grand cinéma grand public. D'ailleurs, je suis allé me plaindre à la fin de la séance en disant comment ça se fait qu'il n'y a pas au moins une seule séance VO. Je demande pas 50 séances VO, mais au moins une seule. J'ai dit même à 22h, j'y serais allé. Oui, parce que autant il y a des séances. Parce que le film il est projeté depuis au moins un mois, il n'y a aucune séance VO. Non, c'est ça qui est horrible. Je suis à Dijon. Et en vrai, ça. Et en vrai, ça. Comment ? On peut peut-être en profiter pour ouvrir une parenthèse. C'est vrai que le doublage, le cinéma, et ça rejoint aussi ce que tu disais au début pour ta séance. Moi, je trouve ça dingue, et c'est un peu un coup de gueule que je fais aux gens qui vont au cinéma. En fait, j'ai l'impression que le cinéma est en train d'être un art qui est de plus en plus dénaturé. Tu vois, par exemple, quand on va au musée,
rares sont des personnes qui se mettent à hurler ou être vraiment qui font des incivilités dans des musées ou dans des bibliothèques. C'est devenu une institution. Tu vas dans une bibliothèque, tu prends un livre, tu fermes ta gueule. Et bah là, le cinéma, ça devrait être pareil. Et ça devrait être pareil aussi pour, je sais pas, quand tu vas dans une bibliothèque, tu as des livres que tu as en version originale, donc voilà, aussi, oui. en langue étrangère, et t'en as qui sont traduits en français. Et bah ça devrait être pareil pour le cinéma. Et c'est ça qui est insupportable, c'est que le cinéma, maintenant, les gens, il y en a, comme c'est un peu l'art entre guillemets du peuple, si je peux dire. Oui, tout à fait. Et tu peux le dire. Ouais, et bah les gens se disent bah voilà, c'est pas un art qui mérite d'être appréciable. Sauf que je suis désolé, mais moi, même si j'ai un pass cinéma, j'ai pas envie. Donc du coup, ça veut dire que j'ai déjà payé, je peux aller à n'importe quelle séance. Et admettons la séance j'ai pas aimé, bah je vais à une autre séance. Bah je suis désolé, moi je me mets à la place des gens qui payent 14 balles une place. Ouais, parce que dans le cinéma dans lequel on parle, les séances de base, parce que moi aussi j'ai un pass illimité, les séances de base sont à 14€. Bah oui. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, et ça je trouve ça complètement dingue, des gens qui ont payé 14€ pour se pointer une demi-heure après que le film ait commencé. Mais oui, mais ça je trouve ça, mais je suis d'accord avec toi, je suis totalement d'accord avec toi. Dans quel monde mais qui sont ces gens? Et puis même si tu veux parler, si tu veux raconter ta live, bah je sais pas, tu vas tu l'achètes, t'attends qu'ils sortent en VOD et tu le regardes chez toi. Sur Pathéome par exemple, bordel. Oui bah voilà, parce que je vois les pubs au cinéma pour Pathéome, mais tout à fait. Mais après, mais ça c'est ce que le mec du cinéma me disait, il me disait on n'a pas ce genre de problème sur des séances VO. Il dit mais lui non plus ne va plus à des séances VF. Bah oui. Et moi j'ai envie de dire mais pourquoi? Et je lui ai dit mais dites-le à votre patron, merde, je sais que lui il y peut rien. D'ailleurs si tu écoutes ce podcast, patron, réceptionniste du pâté à Dijon, je sais pas contre toi que je vis, t'as été très gentil d'ailleurs, mais le gros big up au. Mais il y a toujours cette volonté de, parce que c'est vrai, le truc c'est qu'il y a une espèce de mépris du cinéma d'horreur dans les multiplex de cinéma. Les gros complexes de cinéma. Ouais, c'est ça, de se dire ouais c'est bon les gros films d'horreur, à part si c'est des films d'horreur coréens, asiatiques, là on va faire des séances en VO parce qu'on sait que le public qui regarde des films d'horreur asiatiques regarde principalement en VO. C'est comme les films, et alors que là, c'est comme les films d'animation. Les films d'animation japonais, les films d'animation japonais, c'est que en VO, même dans les multiplex, quasiment. Alors que par contre, les films d'animation américains, genre les Pixar, tout ça, il y a aucune séance VO. Donc il y a une espèce de mépris deux poids deux mesures où on se dit ouais c'est bon, ça c'est du divertissement bas de gamme, ça mérite pas de séance VO. Alors que c'est ce que je dis. Putain, ça vous coûte quoi de programmer une séance VO, même si elle est à 22h? Parce que là, c'est pas possible quoi. Je peux pas me dire que j'ai vu Obsession. En fait, je pense que c'est ça aussi qui m'a privé d'avoir une bonne séance d'Obsession. C'est que je regarde des extraits de la scène, par exemple, où Nikki elle se lève dans le restaurant. Quand on part en VF, la scène n'a pas le même impact. Le jeu d'acteur est complètement à la rue. Et puis même, je veux dire, c'est juste pas possible quoi. Et il y a une espèce de truc, voilà. Après, je peux comprendre qu'il y ait des séances VF pour les personnes en situation de handicap ou alors pour les gens qui savent pas lire, ce genre de choses. Mais je veux dire, pour les gens qui savent pas lire. Mais il y a des gens qui savent pas lire. Je veux dire, ça. Quand tu dis ça, ça me fait rire. C'est aussi une réalité. Pour ces gens-là, des séances VF devraient exister. Mais je suis désolé de dire ça parce que ça, c'est un comment on appelle ça, un espèce d'éventail que les gens sortent en disant mais les personnes en situation de handicap. Mais factuellement, 95% des gens, ou même on peut même aller monter jusqu'à 98% qui vont voir des séances VF ne sont pas handicapés. Arrêtez de vous mettre dans le camp des handicapés. Vous n'êtes pas handicapés, vous êtes parfaitement capable de lire des sous-titres. Et puis même si vous n'y arrivez pas, bah ça s'apprend. Et je suis désolé de dire ça. Les gens qui regardent des films en VF, vous ne regardez pas réellement vos films. Oui. Et c'est pas une attaque personnelle. C'est aussi quelque chose, il faut se rendre compte et apprendre à travailler sur soi pour commencer à regarder des films dans des conditions optimales. Et ça, je trouve que je pense que quelqu'un qui me parle de performance d'acteur alors qu'il regarde des films en VF, il n'a pas le droit à la parole. Il n'a pas vu la vraie performance. Du coup, on arrête le podcast. Non mais on va arrêter le podcast. Non, mais... Bon fin de vidéo. Mais je trouve que c'était une parenthèse intéressante parce que comme on a eu plein de. Elle est hyper importante. Elle est hyper importante et même fondamentale parce que en fait c'est les conditions de visionnage qu'on a eu à travers le film. Je pouvais pas me permettre d'attendre. Moi je paye un pass 20 balles, peut-être pas 30 balles, pas encore, 20 balles au mois, et je me dis putain mais merde, et au final il y a plein de fois où il y a des films, je me dis bah je peux pas aller les voir parce qu'il y a pas de séance VO. Et Obsession fait partie de ce genre de film, et à un moment j'ai dit, avec ma copine voulait le voir et tout, et je dis bah je vais pas te priver encore une fois parce que c'était pas le premier film qu'on n'a pas allé voir, comme ça je dis bon allez on va faire un effort, et au final on va voir la séance en VF, et putain on fait, on se fait plumer, et on se rend compte que le jeu d'acteur du doublage, peut-être qu'à une époque était très bien, mais là c'est plus au niveau. Donc il y a un moment il va falloir faire stop. Après, et pourtant moi je suis d'accord avec toi, et pourtant j'adore le doublage. Par exemple, moi je suis un grand fan des studios d'animation Disney qui ont des VF même dans les chansons qui sont plutôt pas mal et qui sont très réussis comparés à la VO.
Mais après, encore une fois, là après c'est un cinéma d'animation, donc là il n'y a pas de performance d'acteur au niveau des visages, il y a plus une performance au niveau de la voix, vocalement. Donc là c'est encore autre chose, on peut un peu plus pardonner à la rigueur. Mais moi je suis d'accord avec toi et moi je reconnais que si je regarde en VF, c'est parce que soit je me prends moins la tête et aussi c'est un aveu aussi de faiblesse et de comment, parce qu'on est fainéant. Des fois, moi, il y a des séances en VO ou en VF, je vais l'avoir en VF parce que, après, c'est très rare, mais je le fais principalement parce que je sais que j'ai eu une dure journée, mais que je veux quand même aller au cinéma, que ça me ferait plaisir d'y aller, parce que c'est un endroit que je chéris de tout mon cœur. Et là, voilà, et il faut. Et c'est pas comment dire, c'est pas mal de continuer de le faire, tout en avouant on est un peu feignant, on a cette mais il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de honte à avoir non plus sur ça. Mais il faut aussi le reconnaître que c'est moins bien et que les cinémas devraient prendre. Après, c'est comme là, je vois l'autre débilos là, parce que elle, je peux pas la saquer, l'espèce de petite bourgeoise là, Dorothée Bousséo là, je sais pas quoi. Ah oui, elle me sort par les yeux. Mais en fait, cette meuf, c'est une espèce de grosse bourgeoise égocentrique qui voit que ça sous le prisme de son travail. Ah non, mais moi, je travaille avec Martin Scorsese et tout. Et la meuf, elle se permet de donner des leçons de morale en disant non, mais les cinémas, ça leur apporte plus d'argent. Alors, vous l'avez pas sous les yeux, mais il vient de faire une imitation en train de se palper les bzesses. Là, non, c'est super drôle. Non, mais faut pas infantiliser les gens. Les gens, ils ont fait le choix de la VF. C'est pas vrai. Il y a des habitudes culturelles et c'est vrai que dès qu'on regarde la télé au plus jeune âge, c'est en VF et tout. Et je suis désolé de dire ça, c'est pas vrai. Tout ça, c'est des arguments fallacieux. C'est comme elle dit, les gens qui critiquent la VF, c'est des gens qui travaillent pas dans le milieu. Mais depuis quand il faut travailler dans le milieu pour avoir un avis sur le sujet? Comme dirait David Guiraud, mais il faut un pied dans la tombe pour connaître la vie. Mais tout à fait. C'est quoi cet argument de merde? Ça veut dire alors d'accord, moi je suis pas peintre, mais j'ai pas le droit de critiquer une peinture. Je travaille pas dans le cinéma, mais donc j'ai pas le droit de critiquer des films. On arrête le podcast. Moi j'en peux plus. Il y a plein de trucs qui mais c'est le pire argument de la terre. C'est vraiment un argument mais de merde. Et je pense qu'il faut qu'on fasse un jour un podcast sur la VF parce que là on est en train de faire une grosse parenthèse. Oui, j'avoue. On va peut-être se recentrer. On va se recentrer. On va revenir parce que oui, mais après c'était lié à la performance d'acteur aussi. Et puis même mais puis ça va dans le comment. Ça va dans le contexte du film aussi, qui est un gros film un peu sur la prévention aussi, enfin qui pose des questions sur le consentement. Donc mine de rien, nous on fait aussi de la prévention sur le rôle du doublage, le rôle de la bienséance dans les salles de cinéma. Enfin ça va aussi de pair. Mais je voulais rajouter un truc par rapport à ce que tu avais dit en revenant sur le film. Je voulais rajouter ce petit fun fact qui pour moi je trouve que en VF ça va dans la continuité du coup de ce sujet-là. En fait en VO, tu vois quand il appelle le service après-vente. Ouais. Il y a un mec qui répond. Ouais. Tu veux savoir qui c'est ce mec? C'est Curry Barker. Donc c'est le réalisateur du film. Donc ça on peut pas savoir en VF. Mais en VO non plus si t'as pas l'info. Mais bref après peut-être que entendre dans les interviews. Si t'avais déjà vu des vidéos. Oui voilà. Le mec c'est un youtubeur. Oui t'aurais pu reconnaître tout ça. Et je trouve ça brillant que dans le service après-vente, en fait, c'est le personnage principal qui s'adresse directement au réal, quoi. Ouais, il dit bon, est-ce qu'on peut arrêter le film en fait? Est-ce que là on peut stop, on met la touche rectangle là et on arrête? Et du coup, lui le réal qui lui répond. Ah non, si tu veux que le film s'arrête, il faut que tu meurs. Donc en fait, on nous a déjà spoilé la fin du film parce que finalement, pareil, il meurt du coup, il se suicide. Moi je trouve ça assez intéressant. Parce que au début, il voulait se suicider en se collant une balle dans la tête, mais comme ce mec, c'est un gros sans couille, une grosse merde. J'allais y venir justement. Il fait non, c'est trop dur. Non, au début, c'est balle dans le cœur. Ouais. Après, il se dit balle dans la bouche. Après, il regarde et en plus, ce qui est super, c'est je trouve la bande son. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Je trouve qu'il y a une petite vibe un peu Silent Hill dans le choix de la musique. En fait, c'est assez intéressant parce que je trouve que il y a vraiment un côté vraiment. En fait, Silent Hill, mais dans le côté du personnage de Nicky, dans le côté un peu uncanny. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre le côté un peu genre. Oula ouais, traduis-moi parce que là. J'ai parce qu'en fait, quand tu dis quelque chose, c'est tout ce qui est Uncanny Valley, c'est la vallée de l'étrange. En fait, Nicky, c'est parce que les personnages de Silent Hill, pour ceux qui n'ont pas joué à un jeu Silent Hill, en fait, ils sont super. En fait. Pour eux, tout paraît normal, mais en même temps, c'est bizarre. Ils ont des drôles de façons de parler. Genre, et Nicky, elle est vraiment dans ce côté personnage sorti d'un jeu Silent Hill. En mode, elle parle super bizarrement, elle fait des trucs super bizarres. Mais à la fois, tout lui paraît tout à fait normal. Je sais pas comment expliquer. Genre, pour elle, c'est tout à fait normal. Mais je suis d'accord. Mais puis même, cet aspect-là, il est renforcé par
la boutique. La boutique, la première fois quand il entre et tout, Bear, et qu'elle lui dit bon, il y a des gens, ils sont déjà pleins, mais voilà quoi, c'est. Mais du coup, si je craque le bâton, du coup, mon vœu il se réalise. Ouais, ça se réalise. C'est possible que tu sois un peu déçu. Et après, quand il revient dans la boutique plus tard et qu'il tombe sur un mec qui lui dit ah oui, donc du coup là, t'es pas satisfait de ton vœu. Ah bah. Ouais, bah, à part si tu meurs, non, bah, il y a pas moyen. Mais tu sais, il lui dit dans le naturel le plus strict du monde. Mais ça, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des petites points. Ce qui c'est bien, c'est que le film n'est pas 100% humour comme d'autres films d'horreur pourraient le faire. C'est qu'il y a des petites pointes d'humour à certains moments. Bah, cette scène-là, par exemple, le mec, le vendeur nonchalant qui lui fait ah ouais, t'es déçu, bah, faut que tu meurs, vraiment. Ouais. Et il y a aussi la scène où, du coup, il va voir son pote et il lui dit faut que tu fasses le vœu pour moi, que mon vœu s'annule. Et le mec, il le prend pas au sérieux, il craque, il fait je veux $1 million. Et vraiment, les $1 million apparaissent net d'un coup. Et la Mais genre, tête comme de ça. Bear, la tête Et de je trouve Bear cette qui est en scène mode, vraiment très drôle. putain, mais quel con, pourquoi t'as fait ça? Mais en même temps, je veux pas lui jeter la pierre parce que moi j'aurais sans doute fait la même chose. Bah, c'est clair, oui. Mais c'est ça aussi que j'aime bien avec le film, c'est qu'il. Moi, je trouve pas que c'est juste tourné horreur. Non. Et les scènes un peu comiques, c'est lié soit à de la gêne, soit vraiment, je trouve, c'est irréel. Ouais, c'est vraiment plus ça fait pas peur, fondamentalement peur. D'ailleurs, le film a l'intelligence de prendre le temps d'installer son intrigue. L'horreur vient que. En fait, c'est crescendo. Oui. Et. Enfin, je dis ça crescendo, mais quand même, dès le début, elle commence à faire une espèce de rituel avec son chat dans le salon. Ah oui, c'est vrai, ça c'est pour le coup. Bon, après, elle le fait bouffer plus tard, donc ça c'est un peu. Ouais, plus non, mais cruel. tu vois, mais en fait, le truc, c'est que. Ça, c'est une critique que je ferais sur le film, c'est que je trouve que à la fois le personnage de Bear est très insupportable, mais à la fois me paraît totalement irréaliste. Dans le sens où, genre, je me dis, mais pourquoi ce mec reste avec une meuf qui essaie de lui faire bouffer son chat? Pourquoi il essaye pas de. Enfin, de se barrer, tu vois, parce que. Bah, et encore, ça j'avais vu pareil sur. que ça va avec son côté malade mental. Ouais, voilà, un mais- peu dérangé. Et puis même, je pense que ce gars-là, il se dit bon bah de toute façon, il y a aucune meuf qui s'intéresse à moi. Là, j'ai enfin eu la meuf de mes rêves. Et en soi, tu remarqueras, la seule chose qui le gêne réellement, c'est quand elle est gênante en public. Ça, Pas c'est vrai. en- Ça, j'avais pas remarqué, mais t'as raison. Ouais. c'est souvent ça qui le gêne. C'est pour ça d'ailleurs que là, à la toute fin, il se suicide, c'est parce que bah elle vient de buter son pote quoi. Après, je vais Là, te dire c'est un truc, je l'extérieur. viens de repenser à une scène et je me dis, en fait, je pense pas qu'elle était si amoureuse de Bear que ça. Parce que quand elle raconte dans la soirée l'histoire qu'elle est en train, parce qu'elle voulait devenir, elle voulait écrire des romans à la base et finalement elle finit par en écrire un sous possession. Et elle Avec écrit. Hansel et Gretel. Bah oui, Hansel et oui, Gretel oui. ils sont frères et sœurs et elle dit Oui, qu'ils oui. finissent par coucher ensemble et tout. Mmh. Et quelque part ça va avec le côté à la fin où il y a le personnage de Sarah qui lui dit elle te considérait comme ton frère. Oui, Donc peut-être oui. pas qu'elle était amoureuse de Bear, peut-être qu'elle avait des sentiments, tout ça. Mais c'est vrai que quand finalement elle raconte l'histoire, elle dit j'ai l'impression que mon frère est en train de me violer quoi. Mmh. Et ça rajoute une couche de malsain et Bear il le sait et lui il s'en fout, il continue à rester avec en mode ah ouais d'accord délire. Ah ouais d'accord. Bon, Moi j'étais très fan de Game of Thrones, Cersei et Jaime, Ouais, moi j'ai ça, adoré. et bon tu vas juste rester à l'appart et tu vas plus voir mes potes. Allez c'est bon. Non mais c'est vrai que ça rajoute une petite couche un peu de comment. Mais encore une fois ça, est-ce que pour le coup elle lui dit ça parce que. Enfin je sais pas, moi j'avais l'impression qu'il y avait un petit truc quand même. Bah en fait et en soi, le d'un film autre- tranche pas, c'est ça le truc. Bah, le c'est film ça tranche aussi pas. qui est bien, c'est que je trouve que d'un côté, bah, j'en parlais avec un ami justement qui lui est 100% derrière le fait que pour lui elle ressentait quelque chose. Et moi je doutais un petit peu, mais après je suis quand même d'accord qu'elle ressentait quelque chose et je trouve que c'est bien amené parce que tu te poses quand même cette question. Et il y a un autre truc, un autre prisme que je trouve assez sympa sur cette scène-là, c'est que peut-être que d'un point de vue d'un mec, les mecs vont se dire bah ouais, elle voulait quoi. Alors que d'un point de vue des meufs, peut-être elles vont plus être en mode bah non, là elle était juste gentille avec lui. Et ça peut aussi soulever un problème de notre société où justement les hommes, on a un peu l'impression que dès qu'une fille est un peu gentille avec nous, direct c'est en mode oh, bah, c'est bon, elle veut coucher avec moi. C'est la tout femme ça. de ma vie, je vais me Non, marier mais avec voilà, elle, je vais avoir des non, gosses. mais voilà, dès qu'on est un peu c'est même pas gentil, exagéré quelque part. des fois. C'est un peu horrible quand même. Et je trouve ça bien que du coup le film tranche pas et qu'il y a quand même à un moment donné il essaye de trancher avec oui et je trouve ça bien que ça soit Sarah qui lui dise parce que Sarah on sait pas trop tu vois parce que même elle à un moment donné il y a ce dialogue dans la voiture quand elle lui dit moi je pense que tu devrais être avec quelqu'un qui veut ton bonheur
Tu vois, mais ça fait un peu pareil, ça fait un peu la nice guy qui fait non mais moi je suis gentil, moi tu me mérites mieux que l'autre qui est un peu starbé, mais ça. Mais il est limite d'accord. En plus, c'est ça qui est assez hallucinant, c'est que le mec il est en mode ah ouais, j'avoue, je mérite mieux. Bah oui, Alors oui. que c'est lui qui lui a pourri sa vie. Et il est en Bah mode, oui, c'est ça. ah oui, c'est vrai, je mérite quand même mieux que la meuf que j'ai ensorcelée. Mais c'est clair, mais tout le long du film, moi j'étais frustré, je me disais mais putain, mais pourquoi il fait pas ça, pourquoi il fait pas ça, pourquoi il. Vraiment, c'est un film qui, tout le long, j'étais tendu par Bear, comme tu dis, là, qui est insupportable. Je me disais, mais moi, si j'étais à sa place, putain, mais tu vois, je me disais, mais pourquoi il dit pas telle ou telle phrase, pourquoi. Et même la scène, mais là, à son paroxysme de l'énervement, quand. Justement, je reviens sur cette scène-là, quand elle est dans le lit et qu'elle reprend possession de son corps et qu'elle arrive à discuter avec lui. Et l'autre, oh, c'est si horrible d'être en couple avec moi. Non, mais Mais ça- ferme ta gueule, putain, espèce de victime de merde. Ah non, mais c'est ça, le mec il est vraiment en train de oh Mako, qu'est-ce que t'as. Non mais c'est vrai, qu'elle lui dit tue-moi, mais putain, mais va la... Enfin, peut-être pas va la tuer parce que voilà, tu vas peut-être aller en prison. Mais tue-toi mais, au moins. Mais voilà, je sais... Mais oui, tue-toi. Quel gros lâche. D'ailleurs, je pense sincèrement que Nikki va finir en prison à la fin du film. Non mais il y aura pas de suite. Non mais en vrai, comment tu veux expliquer ça? Il y a 2 cadavres chez elle avec une balle dans la tête et l'autre il a pris des cachetons et tout. Mais et ça pareil, je pense que c'est super comme conclusion que parce qu'il aurait pu 1000 fois peut-être la tuer. Tu vois, il aurait pu la tuer pour se débarrasser d'elle et finalement non, il décide de comme un peu un lâche quoi, de mettre fin à ses jours. Plutôt que d'assumer derrière les conséquences, tout ça, parce que résultat, c'est tout est de sa faute. Et je trouve ça bien parce que quand elle reprend ses esprits une bonne fois pour toutes, qu'elle est libérée du sort, que tu la vois, mais elle est complètement traumatisée. Ouais, elle fait vraiment de la peine quoi. Et je trouve ce film, il est plus efficace. Alors après, peut-être unpopular opinion, il m'a plus marqué concernant comment dire, un peu cette thématique du viol. Il m'a plus impacté que je pense des scènes plus explicites de viol. Je sais pas si c'est une non-popular opinion et s'il y en a qui sont un peu comme moi, qui se sont dit pendant 1h40 où on a été pris nous aussi en otage devant ce film-là et qu'on voyait cette femme qui disait plusieurs fois bah non mais c'est pas moi, mais non c'est pas moi, mais what the fuck, qu'est-ce que je suis en train de faire et tout et qui ne pouvait rien faire parce qu'elle était sous l'emprise du mec et à la fin elle a sa vie brisée. Bah, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que d'habitude dans les films où il y a des scènes de viol, on suit principalement souvent le point de vue de la victime. Et là, on a plutôt le point de vue de l'agresseur, quoi. Oui. Et de l'agresseur qui se sent pas du tout mal du tout de faire tout ça. Lui, dans sa tête, il est en mode oh non, ça va, tout va bien. Et c'est ça qui rend le truc vraiment malsain, quoi. C'est que on voit ces scènes et les scènes sont pas remises en question directement. Oui. En fait, c'est au spectateur de remettre les scènes lui-même, parce qu'en fait, c'est dans la mise en scène, c'est filmé comme étant quelque chose d'horrible, mais le personnage lui en mode ouais, c'est bon, j'ai ma best life, enfin sa best life entre grosses guillemets, parce que finalement le mec il se fait putain, elle fait chier à pisser par terre. Oh, fait chier, Ah, il va merde, falloir fait chier. nettoyer. Elle se pisse et se chie dessus. Ah merde, elle a cuisiné le chat, merde. Mais Bon, après, j'ai jamais mangé de chat. Mais apparemment, c'est meilleur que le lapin. ouais, peut-être, on sait pas. Apparemment, un petit clin d'œil. Hein. Non, mais c'est. Pour ceux qui ont les refs. Oui. Non, mais je sais pas, puis même cette scène aussi de. Quand elle scotche partout la porte, là, mais ça, pareil, moi je m'y attendais pas. Que, tu vois la scène ou pas? Oui, je vois. Que après elle dit non, mais. Si t'arrives pas à ouvrir la porte, tu peux rester avec moi. Ah oui, non, mais non, c'est mais ça, c'est bon, je vais y arriver. Elle lui dit non, mais va plus au travail en fait, reste là. Non, mais c'est. Je sais pas, moi ce film, je l'ai trouvé vraiment. J'ai vraiment trouvé fantastique. Et puis même la scène dans le lit, quand elle lui dit non, mais c'est bon, vas-y, dors. Alors qu'elle vient de lui péter un câble et tout, qu'elle lui a dit je fais des cauchemars horribles. Mais comment le mec, comment il fait pour dormir après ça, quoi? Je veux dire, comment c'est ça en plus qui est insupportable avec lui, c'est qu'après il se remet là et après. Bon bah, vas-y, je vais dormir. Hein. Ok, d'accord. Ouais, elle va dormir. Hein. Ok, oui, j'arrive. D'accord, chérie. D'accord, chérie. Non, et puis. Mais c'est ça, il dit, quand elle le regarde dormir, il fait tu veux pas, c'est sûr que tu veux pas t'allonger? Et il lui fait non, je te regarde dormir. Mais puis son déplacement, moi franchement, c'est pour ça que ça m'a un peu inquiété. Parce qu'après, je suis rentré chez moi. J'ai quand même mis un petit dessin animé avant d'aller dormir parce que franchement, c'est des trucs, c'est comme un peu les Paranormal Activity. Je sais pas si t'en as vu. Oui, j'ai vu, j'en ai vu quelques-uns, mais j'aime pas Paranormal Activity, je trouve ça naze. Hein. Bah, je suis un peu pareil que toi, moi j'en ai vu qu'un de toute façon, j'en ai vu deux. J'avais vu le 1 et un qui était un peu, je crois un spin-off, je sais pas quoi, ça s'appelle Tokyo Night. Ah ouais? Ouais.
Tokyo Night, Tokyo genre Night, comme ouais. Tokyo Drift sur Oui Fast and voilà. Furious. Oui voilà. Non mais rigole pas. Ouais, je te crois, c'est- mais je trouve ça assez Dites-nous en hallucinant. commentaire si vous avez regardé Paranormal Activity Tokyo Night, si Non. vous connaissez ce film. Ouais, je et, te en, crois. et en fait, t'as des déplacements de la personne qui est possédée, et ben on aurait dit Nikki. Et ça, c'est un mécanisme de l'horreur qui me glace le sang. J'imagine trop, surtout que moi en plus je dors parfois avec les volets allumés, enfin n'importe quoi, les volets ouverts, enfin les stores ouverts. Et je sais pas, quand tu fais des cauchemars, ça m'arrive des fois quand je me lève, je me dis, tu vois, dans le coin de la porte, parce que en plus la porte est ouverte, moi je ferme rarement la porte de ma chambre, et je me dis, putain, imagine, il y a quelqu'un qui passe comme ça avec la même démarche, mais moi je me pisse dessus, comme Nikki, et je pars de chez moi. Et je trouve que plusieurs fois elle a cette petite démarche qui la rend effrayante au possible. Ouais, je sais pas, toi. Non, mais oui, mais je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord. Mais je trouve que le film, moi, je pense qu'il va pas me marquer autant que ça. À part pour la séance catastrophique. Oui, bah déjà, à part ça, si ça va me marquer très profondément C'est un et gros très, trauma, très, ça. très, très durablement, je pense. Après, voilà, pour moi, ça reste un petit film sympa que je trouve assez malin. Mais comme je l'ai dit, je trouve qu'il met vraiment. Il n'y a pas comment réussir à dire ce que je veux dire. Genre, vraiment, j'ai l'impression qu'il met vraiment le frein et ça manque pour moi peut-être de scènes vraiment marquantes. Il y a des scènes marquantes. Je dis pas que le film il n'y a pas de scènes marquantes. Mais je trouve que ça manque de vraies scènes vraiment horrifiques. Parce que c'est vrai que le film fait pas spécialement peur. Il est un peu stressant, mais je trouve que ça manque vraiment d'horreur. Il y a vraiment une scène qui fait vraiment, qui me surprend, qui fait un peu peur. Mais je trouve que le film est plus dérangeant que flippant. Un peu plus malaisant. Ouais, plus malaisant. Et je trouve il atteint pas non plus le malaise, l'apogée du malaise il aurait pu atteindre. Je trouve que c'est un film qui avait beaucoup de potentiel et peut-être plus de budget, peut-être aussi notre producteur aurait pu permettre d'amplifier ce sentiment que j'ai eu. Je trouve le film quand même assez sympathique. Je vous recommande de le regarder, il n'y a pas de problème. Hein. Ça change, c'est vraiment un film qui change. Mais je trouve que peut-être que, par exemple, un film que j'avais beaucoup apprécié, tu parlais de Paranormal Activity, et un film qui m'a vraiment fait peur, sur pas grand chose non plus, qui se joue vraiment comme pareil, un film qui a pas de screamer mais qui attend vraiment le dernier moment avant de t'en mettre un qui marche Je vraiment. crois que tu. Et c'est je sais de quel tu as- c'est Lake Mango. Oui, voilà. Ce film, je le trouve vraiment. Je crois que c'est le film dernièrement qui m'a fait le plus flipper à tel point que je commençais à avoir peur de me balader dans mon appartement la nuit parce que ce film, je le trouve vraiment. Et pourtant, c'est pareil, c'est un film qui est vraiment Petit budget aussi, non petit budget, pareil. Bah, c'est un film un peu enfant de footage, un peu faux documentaire, faux reportage, et qui joue vraiment plus sur le côté pareil malsain. Ce qui est caché dans l'ombre et Puis avec le fan footage, c'est que c'est un peu plus réaliste aussi. ouais, il y a ce Pour côté ça aussi. j'avais été déçu parce qu'on m'avait conseillé de regarder un film d'horreur aussi en fan footage japonais, il y avait Noroi, mais Noroi je trouve ça nul à chier. Jamais vu. Mais c'est un truc qui a une espèce de grosse, le réalisateur a une espèce de grosse réputation de maître du fan footage et je trouve que il fait tout mal là où Lake Mango fait tout bien. Noroi the Curse. Ouais, c'est Noroi the Curse. Genre, il y a des personnages dans Noroi. Il y a un mec qui, à moitié, joue une espèce d'attardé mental. C'est insupportable. Il joue. Ouais, lui, avec son espèce de. Parce que, oui, il est en train de me montrer. Il est en train de me Parce qu'il montrer. me dit ouais, lui. Non, mais il est en train de me Sort de montrer. nulle Il est en train de me part. montrer une photo du personnage. Oui, c'est lui avec son espèce de sac sur la tête. Et enfin de chapeau sur la tête. Non mais Noroi c'est insupportable, je trouve ce film mais d'une longueur en plus, c'est super long, je crois que ça dure qu'1h50 en plus, mais je me suis dit mais putain mais c'est interminable, le fait que ça cesse, j'en pouvais plus. Alors que Lake Mango, mais regardez-le, vous serez pas déçus. Et pourtant je Il est trouve disponible sur YouTube. Et En je mauvaise trouve- ouais. qualité par contre. Lake Mango, ce qui est assez intéressant, c'est que je trouve qu'il y a une vibe obsession, alors que ça a vraiment rien à voir. Mais tu sais, dans le côté, on met pas de screamer, on en garde vraiment, on en met que dans des moments vraiment, un moment où Utile. ça marque, utile pour que ça soit vraiment marquant. Mais c'est là où je me dis, et Lake Mango joue beaucoup vraiment sur ses côtés un peu genre, est-ce que j'ai vraiment vu ça? Tu vois ce que je veux dire? En mode. Ah putain, mais on dirait qu'il y a un visage là-bas. Ah putain. Et après, plus tard, je jure, il y avait une scène dans Lake Mango à un moment, je me dis, mais c'est un visage là. Et le film calcule pas, le film avance et tout. Et 20 minutes après, ils reviennent sur cette image, ils disent, et là, il y avait un visage, et je fais, Oui, oh là putain, mais je l'avais vu, Je vois cette Et scène. vraiment ce côté un Très peu. réussi d'ailleurs cette scène. Et ce côté vraiment joue avec ta tête, un peu essayer de te fuck la tête. Je déteste ces anglicismes, mais. Oui, parce que c'est peut-être. Il y a cette mécanique-là un peu dans la scène quand ils sont au travail. Qu'ils reviennent justement de la nuit qu'ils ont passée ensemble. Oui, et qu'il dit, mais Nicky, arrête pas de me regarder là. Et que tu le vois, que toi, tu le vois, comment dire,
quand t'es assis à ta place, tu regardes un peu sur le côté et tu vois, bon c'est un peu flouté, mais tu la vois qui est en train de... qui tourne pas le regard. Ouais, mais je trouve que mais ça c'est moins efficace. C'est pas assez peut-être. utilisé. C'est une mécanique, c'est une technique qui a été moins utilisée, tu vois. Oui, je suis d'accord pour le fait que c'est pas aussi impactant que Lake Mango. Et même dans le côté malsain, genre il y a le film Creep aussi, pareil en fan footage. Creep, genre le personnage de Creep, du coup dans le film Creep, qui est sur Netflix, je vous le conseille, pareil. Film aussi fauché, hein, vraiment. Là, je crois que là on est sur du $500 de budget. Mais je trouve que le personnage, dans son côté malsain, avait plus marquant, avait réussi à être plus marquant aussi par. Moi, je le trouvais vraiment plus flippant. Creep aussi, je trouve ça plus flippant. Mais voilà, je trouve qu'Obsession manque peut-être d'un grain de peur. De fan footage. Non, peut-être. non. Ouais, non, y a un petit. C'est pas côté fan footage, mais peut-être plus d'horreur. Je pense qu'il y avait plus ce côté. En plus, il y avait moyen parce que par exemple, comme elle le regarde dormir, je trouve que la scène où elle le regarde dormir est plutôt réussie. Mais il y a pas, elle dure pas assez longtemps pour installer. Bah, c'est toujours pareil. L'horreur, c'est une question de longueur aussi des fois. Il y a ce côté malsain, mais pas horreur. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est ça que j'ai l'impression que le film mettait le frein. Alors qu'il y avait vraiment du potentiel. Ouais, je peux comprendre. Moi, voilà, ça me satisfait comme ça, mais je peux comprendre que ouais, ça puisse te faire rester un peu sur ta faim. Après, je pense que c'est aussi une question de ressenti par rapport à notre point. En fait, je pense que si on est un homme ou une femme, on ressentira pas le film pareil. Nous, j'ai pas parlé du film avec aucune femme pour le moment, donc je pense que super de pouvoir échanger avec des femmes sur ce sujet-là, parce que comment elles l'ont perçu le film. Je pense que vraiment c'est une perception, parce que vraiment ça aborde la perception masculine de l'emprise, mais du coup ce serait assez intéressant de savoir comment une femme ressentirait ce film par rapport au point de vue d'elle parce que moi j'étais vraiment concentré sur Bear en me disant mais putain mais ce mec il est insupportable, j'ai envie qu'il meure. Après il y avait beaucoup d'empathie pour le personnage de Nikki aussi, je dis pas que j'en avais rien à foutre, au contraire, mais ce serait intéressant parce que ça se trouve c'est des mécaniques de persécution qu'elles ont aussi déjà ressenties dans le quotidien. Et je me dis, on aurait peut-être dû faire cette émission avec une femme. Mais, ouais, ça aurait pu être sympa. Mais on n'y a pas réfléchi et j'ai que 2 micros. De toute façon, voilà. Oui, mais après, regarde là, tu parles de budget, tout ça, c'est pas une excuse parce que résultat, avec très peu de budget, il y en a qui ont fait Obsession, Lake Mango et. Là, il y a aussi le film Backroom qui part. Creep, pareil, c'est ça, c'est genre, même on peut revenir sur un et l'imposteur. Le grand succès, l'imposteur tout à fait, mais aussi Terrifier qui est aussi des films produits avec très peu d'argent, même si je trouve le premier Terrifier vraiment le premier saut c'est un film à 1 million de budget, mais même Paranormal Activity tout ça c'est l'horreur low cost, et je trouve que en fait c'est vraiment un truc qui marche beaucoup avec les films d'horreur, c'est que le manque de budget nous force à être créatifs. En fait tu dois contourner les contraintes techniques et budgétaires par de la créativité, et c'est ça qui est important. Et je trouve que c'est bien ce que je suis d'accord avec toi. Après je voulais, c'est pour ça que les films d'horreur peut-être anciens font, à mon humble avis, me font beaucoup plus d'effet en termes de ressenti de peur plutôt que des films récents qui par exemple misent beaucoup sur les effets spéciaux et sont la plupart du temps je trouve ça c'est un peu raté. En plus je trouve qu'il y avait pour certains, pas pour tous, c'est ça, puis il y a une fatigue en ce moment du film d'horreur qui est un peu tout le temps fait pareil. On a eu tous les coups des remakes des Scream, les remakes de Massacre à la tronçonneuse, il y a eu souviens-toi l'été dernier qui est passé, cette espèce de même destination finale. On a eu vraiment tout ce truc nostalgique des films d'horreur des années 2000. Enfin, bon, pour le coup, Scream c'est années 90 et Massacre à la tronçonneuse c'est les années 60, je crois. 70, je crois. Enfin, peu importe. Mais je veux dire, il y avait vraiment tout ce côté où on fait des reboots de tous ces sagas qui a été lancé par le film Halloween, que je trouve mais nul à chier. Tous les reboots d'Halloween sont nuls, à part peut-être Halloween Kills que j'avais trouvé 74 du coup pour Massacre à la tronçonneuse. 74 oui. Ok, j'y étais pas. Halloween Crips, pardon. Halloween Kills que j'avais trouvé plutôt. Je crois que c'est Kills. Je sais plus c'est lequel, mais c'est celui où il y a le masque de Michael Myers avec du feu, que j'avais trouvé peut-être le seul qui était à sauver dans cette série de reboot. Mais voilà, et je trouve que c'est Kills, c'est ça. Ouais, c'est celui-là. Celui-là, je l'avais trouvé ok. Bon, pas exceptionnel, j'avais trouvé ça moyen. Horreur action. Bah ouais, non, mais c'est ça, il y a vraiment. Je trouvais ça assez intéressant, Halloween Kills, mais c'est vrai que. Et c'est là où Obsession, quelque part, a sa place. Dans ce côté, prendre une mécanique, prendre un élément de scénario et de l'utiliser à fond. Après, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, ça crée aussi des
comment dire, des trous de scénario où tu te dis putain, pourquoi il y a pas pensé avant. Moi, j'y avais pensé tout de suite au coup de demander à quelqu'un de faire un vœu à ta place. Bah après justement, toi c'est peut-être parce que tu es quelqu'un de sain. Oui, mais Parce que Bear ne l'est pas. oui, C'est justement ce qui mais est je trouve- contrebalancé. mais je trouve que c'est peut-être un peu facile parce que des fois on voit vers la fin du film, on sent qu'il est vraiment fatigué et en fait il réalise qu'à la fin et en fait tu te dis putain mais t'es con quoi, fallait y penser avant quoi. Oui, t'as quand même bouffé ton chat quoi. Ouais, c'est ça, t'as bouffé ton chat. Après, voilà, mais après c'est aussi, on fait avec parce qu'on sait que le film doit continuer, mais il aurait peut-être fallu trouver une autre façon de faire, de dire peut-être qu'on peut pas annuler un vœu même si quelqu'un le fait annuler, et là, en fait, le mec est poussé au pied du mur et est obligé de se suicider quoi. Au final, il finit par se suicider, mais Après, on sait pas si le fait que quelqu'un d'autre fasse un autre vœu à sa place, enfin annule oui, son on sait vœu pas à si lui, ça marche, mais ça aurait marché. Ça, on mais sait après, pas. je pense que ça. C'est vrai, Peut-être finalement, qu'on on le sait saura pas. dans les prochains, parce que normalement il y aura pas de suite. Enfin, je Bah, l'espère. j'espère, touche mais du y a bois rien, et de la peau de y a singe, rien à raconter. et qu'il n'y aura pas pour une suite. d'autres suites, mais apparemment, selon les rumeurs, il y aurait un peu une sorte de. Je sais pas si ça a déjà été fait. On prend la boîte de vœux et on l'associe à d'autres histoires un peu. Ah, Je sais pas s'il y a déjà eu des sagas comme après, ça. je sais pas si c'est foncièrement une bonne idée. Je trouve qu'on en a fait un peu le tour du coup de la boîte. Ah, quoique après, si on verra, faudra voir ce qui À voir. faudra voir ce qui est fait avec. Mm. Mais du coup, peut-être on va peut-être parler un peu les en dehors un peu du film. Moi, je trouve que c'est assez intéressant d'en parler. C'est de voir que les youtubeurs américains se mettent à faire du cinéma. Mhm. On a eu pas mal de films produits par des cinéastes. Non, Markiplier là qui avait fait le film. Putain, c'est quoi le film qui avait plein de gore et tout ça. Enfin bref, hein, il avait fait un film Oui, d'horreur. je crois que Il y a j'en ai aussi déjà entendu parler. Chris Tucker qui est un vidéaste que je déteste, qui me fait des critiques de films. Je déteste ce mec. Ou peut-être Chris Tuckman, je sais plus c'est quoi là, qui avait fait pareil un film d'horreur. Mais, Iron Lang, c'est pas ça. ouais, je parlais pour, d'Iron. Markiplier, c'est SF. Iron Lang. Et Chris Tuckman, il avait fait un film que je suis allé voir pareil en fan footage. Enfin, fan footage qui s'assume pas, qui est nul à chier. Je sais, c'est pas Lakeside, Lake quelque chose, putain. Shelby Hawks, voilà, c'est exactement ça. Oui, je vois. Oh, mais ce film, il est horrible. Mais au moins, c'est quelque chose d'assez intéressant. Parce qu'on En plus, ça propose quelque chose, du moins, non? il y avait, Je sais pas, je les ai pas vus, ouais, moi, on les- dirait. En fait, au début, c'est une espèce d'inspiration de Lake Mango, mais qui s'assume pas. Enfin, c'est un film totalement raté. Hein, c'est vraiment nul à chier. Ok. Et en fait, c'est surtout intéressant de voir que les vidéastes essayent de produire du cinéma et sont assez créatifs. Iron Lang, je l'ai pas vu, mais apparemment, il est plutôt pas mal. Il y a aussi il y a le film Backroom aussi qui va sortir. Tout ça, c'est quand même des propositions intéressantes. Alors que si on parle, on essaye de Côté paysage français. alors que si on essaye de s'intéresser exactement du côté de nos bons vieux vidéastes français, qu'est-ce qu'on a? Je suis désolé de dire ça, mais des ego trips. mais exactement. Entre le film, bon, après moi j'en ai vu aucun, je vais pas me perdre mon temps à regarder des trucs comme ça. Mais quand j'ai vu là les retours sur le film de Seb Lafrite là, sur ses 30 ans là, un espèce de faux documentaire, je mets des grosses guillemets à travers documentaire parce que je pense que il a dû voir aucun film documentaire de toute sa vie ce garçon. Moi je le connais pas personnellement, mais voilà des films ego trip à base de oh là là, moi je suis un petit bourgeois mais je vais essayer d'aller voir des peuples. Oh là là, super intéressant, vous vivez vraiment de façon très simple. Mais moi, je pense que je vais quand même le voir parce que je partage un peu ta critique. Mais je pense que je vais quand même aller le voir. Il est sur YouTube, non? Il est au cinéma? Bah, il est basé au cinéma, mais je pense qu'il va sortir sur YouTube. Hein. Oui. Faut pas déconner. Hein, Moi j'avais. Mais après, si c'est un peu de la même acabit que Kaizen, moi. Ah, mais je l'ai pas vu non plus. Moi j'avais regardé. Moi j'avais préservé. Moi j'avais regardé. Je suis pas allé à la fin parce que en fait c'est. Il dure pas 3 heures. Je sais plus, mais c'est long. C'est pas intéressant. C'est pas quelque chose qui je trouve a un fort intérêt parce que c'est des gens qui disent oui, on est en train de faire quelque chose d'incroyable, on est en train de se surpasser, mais en même temps t'as que ça à faire, j'ai envie de te dire, et t'es payé pour faire ça. Puis on dirait, Non. puis c'est vraiment la propagation des valeurs vraiment ultra capitalistes à base de oh là là, il faut qu'on aille toujours plus fort, toujours plus loin. Et le Oui, mec se voilà. rend même pas compte des privilèges qu'il a par rapport à Mhm. sa vie. Je veux dire, je pense qu'Inoxtag, il vit très très bien. Je pense qu'il a un salaire monstrueux. Mais de toute façon, quand on regarde du côté du YouTube français, c'est qu'un espèce de micro-monde où tout le monde se connaît, une espèce de truc consanguin où tout le monde fait des trucs ensemble. Et Consanguin. mais vraiment, genre par exemple, tu regardes la chaîne de Squeezie. J'adore cet adjectif. Non mais je regarde pas la chaîne de Squeezie, je me respecte. Mais je veux dire, on invite tout le temps les mêmes personnes, on fait tout le temps les trucs entre nous, vraiment une espèce de micro-secte, c'est vraiment ultra malsain et
Et voilà, tu vois, c'est un espèce de même, petit monde. C'est vraiment une espèce de petite bourgeoisie Oui, youtubesque. Puis autant avant, les youtubeurs, il y avait une certaine proximité qu'on avait avec eux. C'était un peu des gens on avait l'impression qu'ils étaient proches un peu du peuple. Et là, maintenant, quand tu les vois, tous les événements qu'ils font, c'est du pur dialogue bourgeois c'est fini cette époque-là. Moi, il y a un truc que je capte pas, et je vais vous poser la question. C'est toujours une parenthèse, mais là, c'est intéressant. Par exemple, elle mérite d'être là. Par exemple, le GP Explorer. Vous êtes d'accord, c'est des courses de Formule 1 faites par des amateurs. Pourquoi vous allez regarder des amateurs faire de la Formule 1 ? Quel est l'intérêt de regarder des gens qui sont mauvais faire de la course ? Parce que moi, par exemple, j'aime beaucoup le football. C'est un sport que j'apprécie. Il y a eu le Eleven All-Star. Exact, c'est ce que. Excuse-moi, je t'ai coupé l'air. J'ai vu des extraits, mais en fait, c'est des gens, ils jouent ultra mal. Et genre, c'est un niveau limite, moi, quand je vais faire un five avec mes potes. Oh, allez, tout de suite. Et je me dis, après, voilà, que tes parents aillent te voir quand tu fais une compétition de foot et que t'es nul, c'est normal, c'est tes parents, ils sont là pour te respecter. Mais quel est l'intérêt de payer des places qui doivent coûter, je sais pas combien ça coûte, ils doivent coûter très cher pour aller voir des bourgeois jouer mal au football ? C'est génial, moi j'adore le concept. Non mais vraiment, qui fait ça ? Mais vous avez que ça à foutre de vos vies. La vie est suffisamment courte, mais regardez des choses plus intéressantes, merde. Je suis désolé, c'est un truc que je capte pas. Comme Obsession par exemple. Oui, voilà, par exemple, Obsession, c'est une vraie proposition de cinéma. Après, je sais qu'il y avait aussi Mr. V qui avait fait un film pour Amazon Prime là. Ah, Mac Walter. J'ai pas regardé non plus. Mais bon, ça a l'air assez naze aussi, oui, mais à la limite, ça a voilà. l'air d'être quand même un vrai film. Ça, c'est quand même, j'ai envie de dire, un aboutissement de sa série de vidéos YouTube sur le personnage. Ça, à la rigueur, bon. Oui, et puis j'ai envie de te dire, ça propose quand même un truc, c'est son univers, voilà. De toute façon, maintenant, les vidéastes, à part nous vendre des chips, là, je viens de voir que McFly et Carlito, ils avaient lancé une marque de chips. Il y avait boissons énergisantes. Bah oui, des boissons énergisantes. C'est bien parce que le public de Lucas Auchard, c'est quand même des enfants, donc il va leur vendre des boissons énergisantes très dangereuses pour la santé. Et c'est très bien, mais c'est pas grave parce que lui, il dit que sa boisson elle est saine, donc tout va bien, tout est normal dans le meilleur des mondes. Il dit pas qu'elle est saine, il dit qu'elle est sans bullshit. Ouais, voilà, sans bullshit. Et on va dire c'est la moins pire de toutes ces cochonneries. Alors que spoiler, c'est faux. Je veux dire, par exemple, la présence de sucre dans la boisson, c'est déjà un truc dangereux. Il y a des boissons énergisantes qui existent, genre la Red Bull ou la Monster, parce que moi je consomme des boissons énergisantes. Je dis pas que c'est bien, n'en consommez évidemment pas. Mais bon, si vous en consommez, orientez-vous vers des options zéro sucre, parce que ce qui est vraiment dangereux dans les boissons énergisantes, c'est la caféine, mais aussi le sucre. Du coup, essayez de prendre une option plus saine, prenez sans sucre, parce que là, dans la boisson de Squeezie, il y a du sucre. Voilà, on a fait une grande parenthèse sur les influenceurs. Mais beaucoup de prévention dans cet épisode. Mais tout à fait, très bien. mais tout à fait. Mais en fait, je trouve qu'on n'est pas si éloigné du sujet, parce que c'est là où je me dis, tu vois, où il y a quand même des vidéastes qui ont cette volonté de produire quelque chose d'artistique. Et là, dans notre paysage, je dis pas que tous les youtubeurs français sont comme ça. Moi, je regarde quasiment plus rien sur YouTube, mais ont cette volonté de plutôt nous vendre de la merde. Je veux dire, maintenant, c'est devenu de toute façon, ça fait un moment que c'est ça, que YouTube s'est businessisé. Des hommes sandwich. C'est ça, des hommes sandwich. Maintenant, il y a 45 partenariats par vidéo. Voilà, les gens, ils sont des millionnaires, mais ils ont pas assez d'argent. Tu vois, ils sont toujours obligés de faire des trucs. Mais si, ça les bride. Ça les bride aussi dans leur proposition. En fait, je dis ça, mais Squeezie, il avait fait un court métrage d'horreur pour Prime Video. Ça s'appelait Bleak Who. Ah oui, j'en avais entendu parler. Et c'est de la grosse merde parce qu'en plus. Tu l'avais regardé ? Oui, je l'ai regardé. C'est nul à chier, ça fait pas peur. Oui. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que sur l'affiche, il y a écrit que Squeezie, écrit le premier film de Squeezie. Sauf que c'est faux. Squeezie n'est pas le réalisateur. Et donc, c'est une espèce de publicité mensongère pour essayer d'attirer le public de Squeezie à regarder. C'est comme la BD qu'il avait fait, machin truc, tout ça. Oui, on dit que c'est lui, mais en soi, dans la réalité, ce n'est pas lui. C'est pas bien. Il y a en plus, il y a une espèce de mépris de la bande dessinée où il a pris des potes à lui pour faire une bande. Tu sais, comme si on est trop nul pour écrire un bouquin, on va faire une BD, mais c'est une espèce de mépris de la bande dessinée, mais c'est. Oh là là, c'est insupportable. Mais si, il y avait aussi qui d'autre ? Là, il y a aussi l'autre qui avait fait la série Le Visiteur du Futur, qui a aussi fait un film, là, Raclette, machin, Mortel Raclette, je sais pas quoi. Je sais plus, mais oh là là, mais ça, c'est nul aussi. Mais je crois que tout ce qui a été fait par des vidéastes français, en termes de films, après, j'ai peut-être pas tout vu, c'est vraiment mauvais, quoi. C'est vraiment, on est vraiment très très bas, quoi. Oui, je vois. Donc, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, faites mieux. Mais en plus, tu vois, on a la preuve que ça peut fonctionner, quoi. Je veux dire, 1 million d'euros, c'est pas un gros budget. Là, on est sur 750 000 $ pour Obsession. Qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un ? Squeezie, je veux dire, il est millionnaire. Après, je pense qu'il n'a aucune vision artistique. Je pense que cet homme n'a pas de vision artistique. Je pense qu'à part se faire de l'argent, il a rien. Mais je pense que ce serait pas difficile de trouver un vidéaste arrive à financer ses projets. Quand tu vois que, par exemple, il y a des gens qui arrivent à faire des crowdfunding et avoir plein d'argent. Quand tu vois que le film Creep a été réalisé pour $500, tu peux te dire, franchement,
c'est possible de faire bien. Oui, Mais il faut avoir une vision artistique et une volonté de bah, faire c'est ça. Puis en plus, avoir aussi une autre envie qui n'est pas seulement fondée sur le fait de parler que de soi. Si en soi, Ah oui, ça, c'est horrible. le film par exemple de Seb Lafrite, après moi je ne l'ai pas vu, mais je compte le regarder. Après, je me fais un peu une idée du film que ça peut être et des retours enfin, c'est aussi basé sur les retours qu'il y a eu. De me dire, bah, en fait, c'est quelqu'un qui va juste parler de soi et qui va, comment dire, qui pourra pas être impactant. Enfin, ça pourra pas être impactant comme par exemple un Curry Barker qui fait pas que parler de lui. Je pense que dans un cinéma, par exemple, on a une vision artistique, on peut parler de soi, comme par exemple, je sais pas, Quentin Tarantino, qui, par exemple, son fétiche des pieds, bah, on l'a dans tous ses films, et ça, c'est une part de lui, c'est une part de lui-même, et pourtant, c'est pas non plus, comment dire, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas un ego trip, c'est pas Voilà, auto-centré. c'est pas auto-centré. Et quand c'est Non, mais t'imagines le ou melon. même par exemple, attends, Ouais, je termine laisse ça. finir. Ou même par exemple, Le vent se lève de Hayao Miyazaki. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, oui. Bon, moi je suis pas très fan de ce film, Moi mais non c'est plus, pourtant, c'est peut-être le moins mais c'est intéressant. un film pourtant autobiographique qui est pas mal centré sur, enfin, il y a beaucoup d'éléments de sa vie, et pourtant ça reste quand même une proposition artistique avec peut-être des éléments de sa vie, mais euh, comment dire, tourner autrement que juste dire, bah voilà, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Non, mais je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est le vrai problème, c'est pas de parler de soi. Enfin, si, c'est un problème, mais je veux dire, les films, on met de soi parce on raconte notre vécu, on a Qu'est-ce des. qu'on y met dedans? Oui, c'est ce qu'on Voilà. y met dedans, mais c'est la façon de le faire. Mm. Là, faire un documentaire sur soi, mais il faut avoir un melon, mais monstrueux. D'habitude, c'est les d'autres gens qui font des documentaires sur d'autres personnes. Oui. Tu fais pas un documentaire sur toi-même. C'est hallucinant, quoi. Genre, Mais surtout qu'en plus, je ne vois même pas comment on pourrait s'inspirer. Parce qu'un documentaire, c'est quand même un peu inspirant. Par exemple, toi, je sais que tu adores le cinéma documentaire Ah oui. et qu'il y a des films qui t'ont beaucoup marqué. Lui, je l'ai pas vu, mais il y avait un documentaire sur la ferme, les agriculteurs. Oui, mais je veux dire, Je c'est sais plus, quelqu'un qui allait filmer une ferme. C'est pas la ferme qui s'est filmée elle-même. non, mais je suis d'accord. Oui, oui, Mais c'est ça que j'essaie justement, de dire. je veux dire. La ferme des Bertrands. Voilà, c'est ça, la ferme des Bertrands. Toi, tu m'en avais parlé de ce film, donc je ne l'ai pas vu. J'étais un peu dégoûté de ne pas l'avoir vu parce que je crois qu'il était au cinéma en plus. Mhm. Et j'étais pas allé Après, le il y voir. avait eu une ou deux séances. Hein. Oui, Franchement, voilà, c'était très peu. c'était très rapide. Enfin, le temps de diffusion était très court. Et pourtant, moi, quand tu m'en avais parlé de ce film, je me suis dit, bah, j'ai envie d'aller le voir parce que je me dis, ça t'a inspiré, ça t'avait un peu inspiré. Tu te dis, c'est des gens qui travaillent. Mais c'est comme. C'est Retour à Reims, non? Retour à Reims. Bon, moi, je suis pas très fan de ce film-là. Entre parenthèses, Fragment, que j'avais adoré aussi, je vous le conseille, c'est super film qui retrace l'histoire de la classe ouvrière. C'est mis en perspective avec une œuvre. En fait, c'est une adaptation d'un roman, je crois, autobiographique, je me rappelle plus exactement. Possible. Et on met des images en même temps, des images de documentaire sur l'évolution de la classe ouvrière. Pour Retour à Reims ou Fragment? Retour à Reims. Ah oui, pour Retour C'est à Retour à Reims, entre parenthèses, Fragment. Ah, ok, C'est d'accord. ça le nom du film. Oui, pardon. Et du coup, ça aborde tous les sujets jusqu'à le sujet plus moderne, genre avec la montée de l'extrême droite et tout ça. C'est un film que je trouve merveilleux, j'adore ce film. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que, par exemple, sur la ferme des Bertrands, c'est quelqu'un qui est allé filmer une ferme. Mm. Il s'est effacé pour donner du temps à des gens qu'on ne donne pas de temps d'habitude. Et Montrer les invisibles. Oui, et pourtant, ça a une portée pour cette personne-là qui a filmé ces gens, parce que mine de rien, ça parle aussi de lui, dans un sens, parce que c'est quand même, je sais pas moi, si toi tu filmes par exemple des gens qui travaillent, c'est parce que tu as cœur de montrer le fait que travailler c'est important, c'est le dur labeur, c'est le côté aussi naturaliste aussi que toi Mhm. t'aimes bien. Oui, j'adore. Et comment? Et justement, ça va traduire le fait que toi, en tant que réalisateur, bah, tu as ces valeurs-là dans ton panel de qualité et de valeurs, tout ça. Alors que là, Seb Lafrite, c'est quoi ces valeurs? C'est oh là là, je suis formidable, oh là, j'ai galéré, quoi. Je suis un petit bourgeois, j'ai galéré. Ouais, c'est ça. Bah mais non, tout à fait. frérot. On dirait les documentaires. Alors là, je te les conseille absolument pas, à part si tu veux souffrir. Les documentaires de Bernard-Henri Lévy. Tu vois qui c'est, BHL? Ouais, espèce de je philosophe. connais de nom, oui. Ouais, mais c'est un espèce de philosophe. Enfin, je dis bien espèce, hein, c'est pas un philosophe. Et le mec, il se filme sur des trucs, il se met super en avant. Par exemple, il a fait un truc sur la guerre en Ukraine. Il arrive sur le champ de bataille avec son costard. Il est mis en avant. C'est une espèce de mise en scène pour essayer de tout rapporter à sa personne. C'est des trucs ultra égocentriques. Bah, ça me fait penser à ça, le documentaire. Je l'ai pas vu, mais des retours, tout ça, je pense que c'est ça. Et je pense que Seb Lafrite n'a
n'a aucun talent de mise en scène. Il faut être honnête, c'est pas des gens qui viennent de. Le Seb Lafrite s'est fait connaître pour pas pour des vidéos sur le cinéma. Je pense pas qu'ils s'y connaissent beaucoup. Mais c'est la grande mode en ce moment de faire des youtubeurs de faire leur film. C'est comme là, il y a eu un documentaire sur Squeezie, quoi. Non mais pitié, mais sur la vie de Squeezie. Enfin bref, peu importe. Enfin, je trouvais ça intéressant quand même de remettre en perspective avec le YouTube Game français. Que malheureusement on fait aussi partie, hein, mais bon, vu ce qu'on pèse, on pèse quasiment rien. Je pense que. Oui, et puis je pense pas on n'est pas non plus dans un ego trip, on dit pas non plus les podcasts cachés. On va faire un petit documentaire sur comment on en est arrivé à faire le podcast caché. C'est ça. Puis on va pas s'amuser non plus à dire que les films qui sont disponibles sur cette chaîne que j'ai réalisés sont merveilleux. Non, c'est pas. C'est une proposition. C'est une proposition. Après, que les gens aiment, voilà, que les gens aiment pas, et je vous invite quand même à aller les voir. Ce serait très, très gentil. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense aussi. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter de plus. Je pense avoir dit à peu près tout ce que j'avais envie de dire. On recommande le film quand même. Ouais, franchement, moi, je vous recommande à 100% d'aller le voir. Et je reviens aussi là-dessus. Franchement, s'il y a des femmes qui écoutent cette vidéo, voilà, un peu partager votre expérience cinématographique, votre lien avec le film, votre ressenti, voilà, plutôt. Excuse-moi non, c'est pas. Je cherchais mes mots. C'est pas grave. Mais voilà, partagez votre ressenti parce que c'est intéressant, je pense, d'en discuter parce que c'est un sujet quand même, le consentement, tout ça, c'est hyper important. On ne cessera jamais de le rappeler assez. Hein, c'est hyper important. Prenez soin de vos proches, voilà. Soyez bienveillants avec eux. Pas de manière malsaine non plus, parce que bon, Nikki, quand tu la vois dans le film, elle est quand même, selon elle, enfin du moins la version démoniaque de Nikki est quand même super bienveillante avec Bear. Donc voilà, soyez cool. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Moi je vais rajouter quelque chose. Je vais vous dire, oui, je vous recommande le film évidemment, allez le voir, c'est une proposition assez intéressante. Je pense que ça peut vous toucher, comme vous pouvez passer à côté, comme toutes les propositions assez originales. Moi je trouve que c'est un film pas mal. Je pense pas qu'il est oubliable parce que je pense que je m'en rappellerai de quelques scènes et puis je trouve qu'il arrive à faire passer son message. Voilà, je pense qu'on a tout dit et je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, partager le podcast, booster la vidéo et si le cœur vous en dit, vous pouvez faire un don sur Tipeee pour soutenir l'émission, pour qu'on s'achète un 3e micro et qu'on invite des femmes. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Oui, c'est vrai. Sorti de contexte, non, c'est pas du tout ce que vous ou alors pour croyez, qu'on s'achète le bâton et qu'on fasse un vœu, voilà, comme vous voulez. Oui, incroyable ça. Ah, ce serait pas mal. Dites-nous d'ailleurs en commentaire quel vœu vous auriez souhaité si vous aviez un tel artefact en votre possession. Et bah toi, tu ferais quoi comme vœu ? Bonne question. Moi, je pense un petit $1 milliard. Je pense comme ça au moins t'es tranquille et puis tu fais à peu près ce que tu veux. Moi, si j'avais $1 milliard, je pense que déjà je ferais beaucoup de voyages. Non, déjà je pense que j'en donnerais aux gens que j'aime. Déjà à ma famille, à ma maman que j'embrasse fort, à mon papa, à ma sœur, voilà. La famille même. La famille. Et ouais, après faire des voyages et puis faire un film documentaire sur moi. Et voilà. Ça pourrait être sympa. Et je pense qu'on peut conclure là-dessus. Exactement. Bonne soirée à tous ou bonne journée. C'est vrai que je dis bonne soirée, mais bonne journée, bonne soirée. Voilà, ta conclusion, elle est éclatée. Là. Comme vous voulez. C'est chiant, là. C'est la phrase de trop. Voilà. Bon, allez, au revoir tout le monde. Allez, bisous.